mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier d'être là pour faire cette vidéoconférence qui va parler de l'actualité de notre pays qui est très riche. L'actualité, comme vous le savez, c'est la campagne électorale et le processus électoral qui pour nous n'en est pas, c'est pas une campagne. Et comme vous le savez, l'opposition regroupée au sein du Front commun, CAPCI, du FPI et d'autres partis politiques, et nous nous sommes rejoints dans notre combat par certaines organisations de la société civile pour revendiquer un dialogue, pour que ces élections soient inclusives, qu'elles soient démocratiques, qu'elles puissent aboutir à des résultats qui seront acceptés par tout le monde pour une paix durable. Que constatons-nous? Que depuis longtemps, nous avons de revendiquer un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est l'audit de la liste électorale, comme tout le monde le sait, et comme la CEI même l'a reconnu, qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur cette liste qui ne devraient pas y être. Donc il fallait donc l'auditer et l'extirper de tout ce qui est anomalie. La deuxième chose, c'est la révision de la liste électorale en 2025, comme le prescrivent les règles, et que cette liste-là puisse permettre aux premiers votants et à ceux qui avaient des problèmes qui pouvaient se réinscrire là-dessus, et pour que tout le monde s'accorde sur un minimum. La troisième chose, c'est l'inclusivité des candidats pour l'élection présidentielle. Certains ont été exclus de cette liste de manière contestable et irrégulière. C'est le cas du président Laurent Gbagbo, c'est le cas du président Tidjane Thiam. Donc nous revendiquons cela. Nous revendiquons aussi que l'environnement politique soit apaisé pour qu'on puisse y aller. Nous revendiquons que les règles soient respectées parce que nous avons constaté que pendant que la Constitution limite le mandat à deux, le président actuel s'en va à son quatrième mandat. C'est discutable. Cela a créé des problèmes. En 2020, ce n'est pas maintenant qu'on en parle. Rappelons-nous qu'en 2020, ça avait déjà posé problème. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur la liste électorale. En 2020, pour ceux qui savent, le président Henri Konan Bédié, qui représentait le PDCI-RDA, était inscrit sur la liste électorale, était retenu pour être candidat. Mais malgré tout, il a demandé à ce qu'on conteste parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc le PDCI-RDA et ses alliés sont toujours constants. Nous voulons que les élections respectent un certain nombre de procédures. Ce n'est pas la personne ou le président du parti qui compte, mais c'est l'environnement pour que celui qui va être élu soit reconnu de tous et qu'il y ait la paix. Depuis 1995 à 2000, 2005, on n'a pas pu faire des élections. 2010, on a fait des élections inclusives, mais les résultats ont posé problème. En 2020, il y a eu des problèmes et chaque fois, il y a des morts. Les morts dues aux élections en Côte d'Ivoire sont plus nombreuses, les victimes des élections sont plus nombreuses que l'a causé le Covid dans notre pays. Voyez-vous, donc, il faut qu'à un moment donné, on comprenne. Mais nous avons constaté que le parti au pouvoir, qui a les manettes de la justice, des forces de l'ordre, veut tout museler et choisir lui-même ses candidats pour aller gagner sans coup férir. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Et donc, l'opposition n'a qu'une seule arme, manifestation démocratique. Mais ces manifestations démocratiques font l'objet aujourd'hui de braquages. On interdit. Comment un préfet de région, comment un préfet, fut-il un préfet de région, peut outrepasser les droits constitutionnels de l'opposition et interdire une marche? Ça n'a jamais été fait. On voit bien aussi de décider que les partis politiques ne doivent pas exercer leur activité de mobilisation sur le terrain pendant 2 mois. Ça aussi, voyez-vous, ce sont des restrictions de liberté. C'est pourquoi le président du PDCI-RDA, en liaison avec le président Laurent Gbagbo et à travers le Front commun et les alliés, dit que nous allons manifester coûte que coûte pour que nous allions à la table de négociation et que l'élection soit apaisée et qu'après les élections, il n'y ait pas de contestation, il n'y ait pas de mort. Déjà, nous regrettons qu'il y ait au moins plus de 5 morts et le président du PDCI-RDA exprime sa compassion pour les morts et les familles des morts et présente ses condoléances à tous et espère que la sagesse va habiter tout le monde pour qu'à partir de maintenant, nous y allons paisemment. Ce n'est pas les élections qui sont importantes. C'est comment on fait des élections sans heurts, sans crash, sans dégâts, pour que celui qui est là puisse librement le faire. On a encore temps et on peut toujours. Même s'il faut
que les élections soient reportées pour que nous puissions nous accorder sur le minimum pour qu'on y aille. Étant entendu que le parti au pouvoir estime qu'il a un bilan inattaquable et qu'il est majoritaire, alors pourquoi faire fi de confrontation avec les partis majeurs et créer des troubles? On ne sait pas où on est. Il faut éviter le désordre parce que le désordre, on ne sait pas où ça aboutit. Merci beaucoup, chers journalistes. Je suis à votre disposition pour parler de l'actualité, de l'intervention du président à Paris, des événements qui sont passés en Côte d'Ivoire et des différents commentaires qu'ils font sur les interventions, y compris même la conférence de presse que les porte-parole adjoints ont animée hier à la maison du PDCI-RDA. Je vous remercie. Et nous partons, je pense que ça, allègrement vers l'élection présidentielle. Alors, à pratiquement 48 heures de cette élection, bon, tu rien n'est fait. Quelle est votre réaction à ça? Ça a tout ce blocage. Merci pour cette question. Elle nous revient de plus en plus. Nous sommes à quelques jours des élections et le parti au pouvoir veut forcer aller. Mais vous savez, le combat politique, ce n'est pas un combat de contrat à durée déterminée. C'est un combat à durée indéterminée. Quand vous êtes au pouvoir, vous vous battez pour y rester. Et quand vous êtes à l'opposition, vous vous battez pour acquérir le pouvoir. Nous pensons que l'expérience dans le monde entier a montré que la paix, ce n'est pas par la force qu'on a une paix durable. Et nous sommes en train de nous battre pour la paix durable. On ne peut pas construire ce pays-là sans une paix durable. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, chaque fois que le RDR est en jeu, il y a des problèmes. La seule façon, la seule occasion où il n'y a pas eu de problème majeur, c'est quand le PDCI RDA avait fait l'appel de Daokourou pour permettre au président Ouattara d'avoir un deuxième mandat. Donc, chaque fois qu'ils le font, il y a des problèmes. Et nous disons que c'est dans les crises que le RDA se sent beaucoup plus à l'aise. Et nous espérons que la sagesse va habiter les gens. Parce qu'il y a des crises préélectorales, il y a des crises pendant les élections, il y a des crises aussi post-électorales. Donc, nous croyons fortement que les crises qui ont commencé déjà, les troubles qui ont commencé déjà, peuvent continuer après les élections. Et ce ne sera pas bon pour le pays. Donc, nous espérons que la sagesse va habiter. Et le président Houphouët-Boigny nous a enseigné quelque chose qui est important, que le dialogue, c'est l'âme des forts. Que quelle que soit la situation, quels que soient les différends, il faut les régler par le dialogue. Même si on veut économiser ce dialogue pour aller par la violence, on finit toujours par s'asseoir sur la table de négociation pour régler et dans des conditions plus difficiles. Par ailleurs, le même président Oufou nous a enseigné, et c'est chimique, que la goutte d'eau qui apparemment n'a pas de force, à force de tomber sur une roche, un granit, finit toujours par le désagréger. Donc nous continuons par le dialogue, par le verbe, par les manifestations démocratiques, pour dire il faut que on aille au dialogue. Et nous croyons qu'à terme, nous irons au dialogue pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Voilà, sur les réseaux sociaux, on voit des internautes, notamment, nous ne les avons pas identifiés pour savoir à quelle chapelle politique ils appartiennent, mais on voit que des gens dénoncent et accusent le président Thiam d'être à l'origine de l'assassinat du gendarme, sous prétexte que c'est parce qu'il a lancé un appel depuis Paris et que les gens sont sortis, que le gendarme a été tué. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Merci beaucoup. Voyez-vous, euh, à l'appel, à la marche du 11, c'est le Front commun. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. C'est les mêmes morts, c'est les mêmes humains. Quel que soit notre niveau de vie, notre corporation, c'est des morts. Ce qui s'est passé comment on appelle, à Bonois, à Gagnoua, l'élève qui, au cours de la marche, allait percuter les gens. Des gens qui sont morts avant le gendarme. C'est vrai, nous disons, nous déplorons cela. Mais aussi, c'est des vies humaines. Est-ce que cela ne s'est pas fait avant l'appel à la déclaration du président Titian Tiam? Moi, je pense que le président Tidjane Thiam dérange. Et chaque fois, on trouve des boucs émissaires. Et ce sont souvent les mêmes personnes, des journalistes, même pas des réseaux, des journalistes et des membres du RHDP, qui veulent toujours trouver une occasion pour incriminer ou bien pour accuser le président Thiam. Rappelons-nous, on l'a même accusé de vouloir faire un coup d'État, etc., etc. Donc, le président Thiam a dit qu'il nous restait quelques jours pour libérer notre pays. Ah oui, quel est le problème?
Le problème, c'est que nous estimons que ce pouvoir-là finit le 25 octobre et que les élections telles qu'elles sont tournées ou se faire ne seront pas des élections qui seront légitimées. Et si ces élections ne sont pas légitimées, nous devons aller à la place des négociations. Et la place des négociations va aboutir à ce qu'on appelle des élections transparentes. Et ces élections transparentes, nous avons fait tous les sondages. Quand les élections sont inclusives, ce pouvoir-là ne peut plus perpétuer. C'est ce qu'il appelle libérer le pays. Et nous sommes engagés à nous battre pour que les élections soient démocratiques. Et nous voulons utiliser tous les moyens démocratiques pour le faire. Voilà ce que le président veut dire. Et si les gens ont peur d'aller aux élections démocratiques, ça c'est leur problème. Ce n'est pas le problème. Il y a eu des morts avant. En 2002, quand il y a eu cette guerre, où qui a tué plus de 3000 morts, des milliers de morts, est-ce que c'est le président Thiam? Certains qui ont été artisans actifs de cette crise sont encore, certains sont dans le gouvernement, on les voit sur les réseaux. En 2020, disons même en 2002, en 2000, il y a eu des morts, c'était le président Thiam. En 2020, il y a eu des morts, c'était le président Thiam. Donc, il ne faut pas que les gens se cachent derrière leur dessein de vouloir, à coûte que coûte, accuser le président Thiam pour dire tous les morts qu'il y a eu depuis les crises électorales, depuis les crises de ce pays-là, ce n'est pas Thiam. Mais eux, ils sont toujours ou au centre de ces crises-là. Alors, ils n'ont qu'à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à leur niveau. Il faut qu'ils s'accusent. Quand le jeune est mort à Bonois, on n'a pas vu ces gens-là dire, mais écoutez, le préfet a interdit des choses et donc c'est lui qui est responsable. Quand on a signé un arrêté qui va outre ce pouvoir, qui contredit la Constitution et qu'il y a trouble, c'est l'auteur de celui qui a créé ça qui doit être responsable. Ce n'est pas le président Thiam. Donc je pense qu'ils n'ont qu'à accuser le président Thiam parce qu'ils n'ont pas autre chose que de lui dire. C'est dommage que nous soyons là en train de nous accuser alors qu'on devrait être en campagne où les populations devraient nous voir comment on fait. Et c'est parce qu'ils savent que le président qui est en face à eux avec son programme, il n'y a pas match. C'est pourquoi ils ont dévié tout. Aujourd'hui, là, c'est quelle campagne on fait? Moi, je regarde les candidats, je les respecte bien, hein. C'est des Ivoiriens, certains sont très compétents, très compétents. Mais entre nous, est-ce que ça, c'est une élection? Qui d'entre eux on a vu à Oguédé? Qui d'entre eux on a vu à Bunda? Qui d'entre eux on a vu à je ne sais où? Mais ils sont cantonnés dans des petites réunions, même quand ils vont sur le plateau. Mais le parti pour pouvoir n'a même pas pu, le candidat du parti au pouvoir, on n'a pas pu voir se présenter devant les électeurs face aux électeurs. Alors, donc, ça pour dire qu'ils savent déjà que tout est réglé. C'est cela que nous contestons. Donc, qu'ils s'accordent à se dire qu'ils sont orientés vers une autocratie et que tout le monde le reconnaît de l'extérieur. Aujourd'hui, il n'est pas fier d'être ivoirien quand on parle des élections en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. Et c'est dommage. Merci, honorable. Nous nous rappelons tous qu'il y a quelques jours, le président Tidjane Thiam a déclaré que nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Oui. Et si ce passage en force réussit à se faire, vous ne craignez pas une perte de prestige ou qu'il tombe en disgrâce? Le président Thiam est toujours dans sa logique qu'un jour ou l'autre, nous allons comprendre que nous ne pouvons pas gérer ce pays-là sans qu'il y ait un dialogue préalable. Et il faut comprendre ce que le président a dit. Le président a dit qu'à partir de 25, le pays doit passer à une phase pour être libéré. Et cette phase-là, c'est la phase du dialogue. Parce que ce pouvoir-là, les élections telles qu'on est en train de faire, sont des élections qui seront, quel que soit le résultat, ce seront illégitimes. Parce que vous voyez déjà, ils sont en train de vouloir falsifier le taux de participation. En 2020, le taux de participation était autour de 9%. Ce n'est pas une élection. C'est vrai qu'il y a les règles, il n'y a pas de règles pour fixer le taux de participation requis, mais quand même, quand vous avez un taux de participation de moins de 10%, vous n'avez pas de légitimité. C'est-à-dire que les électeurs, c'est l'abstention qui a gagné. C'est-à-dire que vous n'êtes pas légitime. Légalement, vous pouvez dire que vous êtes président, ou bien vous avez gagné, mais vous n'êtes pas légitime. Et voyez-vous déjà la manipulation qu'on entend de faire sur les cartes d'électeurs. Tantôt, on dit non, il faut que vous venez retirer, sinon vous ne pouvez pas participer aux élections. Ce qui n'est pas réglementaire. Et puis après, vous avez vu le porte-parole adjoint sur les chaînes de télévision pour dire que non, même si vous ne retirez pas, vous pouvez le retirer le jour des élections. Et comme la CEI ne suit que ce que les gens disent, vous allez voir bientôt que la CEI va accepter cela. Donc, c'est pour nous, si le parti au pouvoir
conduire ces élections pour arriver à un résultat qui est connu d'avance, cette légitimité sera contestée. Et la contestation va continuer. Et cette contestation doit aboutir à un retour à la table de négociation pour qu'il y ait véritablement un accord pour que la Côte d'Ivoire puisse faire des élections présidentielles inclusives et vraies. Voilà ce que le président veut dire. Donc la Côte d'Ivoire sera libérée dans tous les cas. Honorable, nous sommes à 3 jours de l'élection présidentielle de 2025. Oui. Nous assistons à des foyers de tension un peu clairsemés à travers le territoire national, mais force est de constater que ça n'a pas véritablement impacté la procédure de campagne qui est engagée. Et nous allons résolument vers l'élection. Quelle est votre stratégie pour pouvoir faire ramener le pouvoir en place sur la table des négociations? Parce que ça fait plus de 2 ans qu'on les appelle à la discussion. Il y a eu des manifestations, il y a eu des marches groupées, des meetings, des démarches auprès des chancelleries, tout ça, ça n'a pas abouti. À quelques jours de l'élection, quelle est votre stratégie? Ou bien vous n'avez pas de carte, qu'est-ce qui se passe? Les militants veulent savoir. Je pense qu'il faut comprendre deux choses. La première chose, c'est que les négociations, il n'y a pas un temps pour faire les négociations. Il y a toujours, on viendra toujours à négocier, quelle que soit la situation. On viendra toujours à négocier. Et quand le président Thiam parle, il ne parle pas il n'est pas le seul à le dire. Rappelons-nous que le RDA avait dit en son temps qu'ils allaient rendre le pouvoir du président Gbagbo ou du président Bédi ingouvernable. Mais nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous voulons qu'on ait un gouvernement qui travaille dans la sérénité. Ce n'est pas au PDCI RDA qu'on doit donner la leçon d'une collaboration. Le PDCI RDA, malgré tout, a subi un coup d'État, mais il est resté sans un nom vindicatif comme parti. Nous avons participé au gouvernement du président Gbagbo. Nous avons soutenu, dans le cadre d'un accord entre partis, le RHDP, les Fautis. Nous avons, en plus de ça, donné à travers le président Bédié, mot d'ordre de soutenir au deuxième tour en 2010, le RDR. Le président Bédié a fait l'appel de Daoukro pour qu'on y aille. Tout cela, ça montre que le PDCR est un parti qui met la paix et la stabilité au devant. Et le président qui m'a dit, je vais faire la politique autrement. C'est tout cela qu'il faut comprendre. C'est tout cela que nous disons qu'il faut comprendre. Les manifestations, la plupart de ces manifestations, suite à l'appel du Front commun, ces manifestations se poursuivent. Mais il faut voir dans quelle mesure on matraque les gens. Vous avez vu ce qui se passe à Yamsoukro? On va dans le cours, on va mettre des lacrymogènes dans le cours, faire sortir les gens. Mais je pense que ça, là, ce n'est plus une armée républicaine. Ce sont des brigands. Et ça, en général, nous avons des informations que souvent, ce n'est pas l'armée officielle même. C'est des gens qu'on a habillés et qui vont là-bas pour faire cela. Et malheureusement, c'est ça, on a comme l'impression que c'est notre armée. Ce n'est pas notre armée, ce n'est pas la force de l'ordre régalienne. Ce sont des gens qu'on a montés pour créer la chienlit et pour accuser l'opposition. Donc, nous sommes constants. Le dialogue, le dialogue et le dialogue. Et nous pensons que les événements montreront un jour qu'il faut le dialogue. On ne peut pas gérer un pays, on ne peut pas faire une campagne, on ne peut pas faire des élections pendant qu'une partie du pays est coupée, pendant qu'on a de la crise ailleurs, pendant qu'on fait la force. On va se retrouver à 6% de taux de participation. Mais ce n'est pas normal. Il faut laisser ça à leur propre conscience. Et on verra par la suite. La stratégie ne se définit pas en public. Notre stratégie, c'est la stratégie d'amener, de faire les pressions partout, par tout moyen démocratique pour qu'on vienne à la table de négociation. C'est ça qu'il faut. Nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas de munitions. Nous avons que la parole. Et cette parole-là, je pense qu'à un moment ou un autre, elle finira, les gens finiront comprendre qu'on a eu de raison trop tôt. Voilà. On a 3 jours des élections et malgré vos appels au dialogue, au régime, la communauté internationale, dont l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, malgré les morts qu'il y a, ne disent rien, ne font rien et laissent tout dérouler. Quel message vous pouvez lancer à cette communauté internationale-là? Nous avons réussi une délégation de la CEDEAO. Le président était à l'ONU, il a rencontré toute la diplomatie partout dans le monde entier. Nous leur avons fait comprendre qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais quand vous regardez l'histoire récente de la communauté internationale en Afrique, c'est quand il y a des troubles qui viennent. Ils ne viennent jamais quand on leur fait comprendre qu'il y a des dangers, ils ne viennent pas. Peut-être que ça les arrange de venir soigner plutôt que de vacciner. Voyez-vous? Donc, nous pensons que c'est aux Ivoiriens de prendre leur destin en main. Et
les leaders que représente le président Gbagbo, le président Kidian Thiam, le président Afin Guessan et autres présidents, ils jouent le rôle pour l'histoire. L'histoire va retenir, quel que soit le résultat, qu'ils ont pris la bonne voie. Et nous demandons à tous, toute la population de Côte d'Ivoire et à la communauté internationale de vouloir faire attention à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de regarder ça de près, de ne pas minimiser les risques, parce que une vie humaine est une vie humaine. Déjà, on en a perdu. On en a perdu. Et je pense que si la sagesse nous habite nous tous, on ne va plus en perdre. Donc, je pense que les différents événements qui sont passés montrent qu'il y a des risques. Et donc, la communauté internationale qui d'habitude vient à notre secours ou bien nous assister, nous demandons qu'il y ait quand même un œil beaucoup plus attentif, qu'ils ne viennent pas après pour vouloir compter les morts et pouvoir régler. Ça ne servira plus à rien. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais le Front commun et ses alliés sont déterminés pour le combat qu'ils sont en train de mener. Parce que ce combat-là, ce n'est pas un combat pour aujourd'hui seulement. C'est un combat pour demain. Si nous réussissons à nous entendre et que des règles sont beaucoup plus clarifiées, les prochaines élections seront plus faciles. C'est pourquoi on est en train de se battre. Rappelons-nous, je vous ai souvent dit ça, qu'en 2020, quand il y a eu les crises, après il y a eu des discussions fortes au niveau diplomatique pour savoir si ce pouvoir tel qu'il était installé, il fallait le laisser là, le reconnaître. Des pays comme la France ont mis plus de 2 semaines, près de 3 semaines pour reconnaître ce régime. Et sans que on l'ait dit à crier encore, je peux vous dire, pour avoir été porte-parole du président Bédié, qu'il a été recommandé aux leaders, le président Gbagbo était à La Haye, le président Bédié Ouattara, de se rencontrer pour qu'il y ait un dialogue. Et ils se sont rencontrés le 9 décembre 2020 au Golfe Terre, pour vous les journalistes, pour vous rappeler ça. Et je peux vous dire dans le secret qu'ils étaient convenus qu'après il y a un dialogue pour toiletter tout ce qui se passe pour que ces événements qu'on vit aujourd'hui n'arrivent pas. Malheureusement, les dialogues qui sont succédés n'ont pas pu tout conclure. Et le gouvernement qui était en place en ce moment, le chef de gouvernement et les partis politiques ont décidé qu'il faut des points clés que ces problèmes soient réglés par les 3 grands leaders. Ce qui a amené le 14 juillet 2022 à la rencontre entre le président Gbagbo, le président Bédié et le président Ouattara. Nous avions préparé un document qu'on a remis à la présidente de la République où tous ces problèmes que nous posons, la majorité de ces problèmes, étaient là. Malheureusement, ils n'ont pas suivi ça. Et on continue. À un moment ou un autre, je crois qu'il va falloir s'asseoir et puis régler le problème définitivement. Quelle est l'image que la Côte d'Ivoire donne pour dire que chaque année, et chaque 5 ans, il y a des crises qui sont comme si c'était programmé? Aujourd'hui, nous perdons beaucoup du point de vue social. Les gens sont apeurés. Nous perdons beaucoup du point de vue économique. Dans cet environnement-là, les opérateurs perdent. Dans cet environnement-là, les prix de l'alimentation flambent. On n'arrive pas à calculer régulièrement les produits comme on le fait. Dans cet environnement-là, ceux qui voulaient venir faire des grandes réunions touristiques, des grandes réunions, des conférences, des trucs, ne viennent pas dans cette période-là. Même le tourisme commence à prendre un coup. Donc, personne n'a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire, chaque 5 ans, soit en train de vivre des événements malheureux. Personne n'a intérêt à savoir que à chaque confrontation, une vie ou plusieurs vies vont perdre. Ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on passe ce syndrome d'élection à problème en Côte d'Ivoire. Et il faut à un moment ou un autre qu'on s'asseye pour régler ce problème définitivement. Chaque génération doit jouer son rôle. Et je pense que les présidents des partis d'opposition qui sont là veulent jouer leur rôle pour que ceux qui vont venir après n'aient plus à vivre cette situation. Voilà ce que nous voulons. Le PPACI, au cours du réunion du CSP, a dit que le président Gbagbo va s'adresser bientôt à la nation. Et beaucoup de personnes attendent ce message-là. Honorable, qu'attendez-vous aussi de ce message de Gbagbo aux Ivoiriens à quelques jours des élections? Si, je crois qu'en nous le disant, le président Gbagbo s'est adressé plusieurs fois à la nation. Rappelons-nous son intervention à Port-Boué. Rappelons-nous son intervention à Kouikougon. Il a dit rappelons-nous son intervention le jour où on lançait la déclaration que moi j'ai lue pour la création du Front commun. Il a dit qu'il ne peut pas avoir de 4e mandat. Donc, le président Gbagbo a déjà été clair là-dessus. Le président Gbagbo a dit qu'il faut que, plutôt que lui, en tant que président de PPACI, en tant qu'ancien président,
il fait le combat et ce dernier combat. Parce que ce combat qu'il est en train de faire, s'il ne le fait pas, les jeunes générations ne pourront pas le faire. Donc le président Gbagbo a déjà parlé. Maintenant, le président Gbagbo a parlé à travers son porte-parole, Mme Abiba. Vous savez, il a plusieurs fois parlé. Maintenant, quand il dit qu'il va s'adresser, il a même fait des adresses écrites. Est-ce que c'est une adresse vocale? Est-ce que c'est une adresse écrite? Laissons le président Gbagbo, qui est très souverain, laissons-le. On n'a pas encore atteint le 25, on n'a pas dépassé ça. Même peut-être même après le 25, il peut parler. Donc, moi, je fais confiance à... C'est quand même un homme très chevronné politiquement. Il faut lui faire confiance. Alors, attendons. Mais le président Gbagbo a dit aussi que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple, ce n'est pas seulement les partis politiques. C'est les partis politiques, c'est les ONG, c'est les associations, c'est les communautés, c'est les chefs traditionnels, d'ailleurs, qui sont devenus plus ou moins silencieux. Et tout cela, là, c'est ça qui est le peuple. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tous ces composants de la société puissent sentir le danger. Le danger proche, mais aussi le danger lointain. Et le danger qui fait que chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, le pays est sur un pied. Et ça, on doit pouvoir vaincre ce signe, mauvais signe-là. Merci. Ma Oui, question est en même temps une préoccupation en tant qu'Ivoirien. oui. Mais est-ce que, à la tête du parti, est-ce que le PDCI, est-ce que vous avez initié une réunion pour vous entretenir avec les quatre autres candidats retenus pour faire, dans le but de faire respecter la démocratie? Est-ce qu'il y a une réunion qui a été tenue avec les quatre autres candidats retenus? Non, quand vous regardez bien les quatre autres candidats, Madame, si on fait le parcours, Madame Lagou était une ancienne du RHDP. Elle-même l'avait dit en son temps. Les vidéos sont là, vous êtes journaliste, vous pouvez les faire ressortir. Monsieur Awadon Melo, c'est un cadre du PPACI. Monsieur Billon, c'est un cadre du PDCI-RDA. Madame Gbagbo était un ancien cadre du FPI, depuis elle a créé ce mouvement. Donc, c'est tous des transfuges de quelque part. On me dira que tout le monde est transfus du PDCI RDA, puisque tout le monde était PDCI avant le multipartisme. Mais je parle du multipartisme. Donc, voyez-vous, à partir du moment où ces gens même ont brisé ou bien ont coupé leur, plus ou moins, leur lien ombilical avec les partis. Ça met les gens dans les conditions difficiles pour que le Front commun élargi au FPI et aux deux partis puissent discuter. Rappelons-nous que Mme Gbagbo elle-même était dans le CAPCI. Elle était porte-parole. Elle s'est dessaisie de son rôle pour se candidater. Bon, donc moi je pense que c'est les conditions qui, telles qu'elles sont créées, elles ont été créées par ceux-mêmes qui sont partis être présentés pour qu'il n'y ait pas de possibilité de discuter avec eux. Sinon, normalement, chacun d'entre eux appartient d'une manière ou d'une autre à l'opposition au Front commun. Puisque CAPCI est présidé par Tidjane Thiam, il est au Front commun, et on voulait faire de la CAPCI et du Front commun les deux pieds pour le combat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils sont venus, maintenant on est ensemble. Et donc, M. Awadon Melo, lui aussi, c'était un cadre du PPACI, influent d'ailleurs, qui s'est retiré là-bas. Donc, vous voyez, les conditions initiales elles-mêmes ont fait que ce sont les candidats eux-mêmes qui sont ressortis, qui ont fait que le regroupement est difficile. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le Front commun et les autres alliés, il faut qu'on soit suffisamment fort, qu'on soit unis, qu'on considère plus ce qui est essentiel que ce qui est cosmétique et ce qui est périphérique. Et puis qu'on continue le combat. Et à un moment donné, ce combat-là va payer, tôt ou tard. Pour rassurer les Ivoiriens, parce que là, on a 3 jours des élections et je ne vois pas, avec ma petite analyse à mon niveau, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les élections le samedi. Est-ce que même après les élections, est-ce qu'il y a encore de l'espoir de dialoguer? Mais le dialogue est l'arme de fort. Et le dialogue, c'est le seul instrument d'apaisement, de concorde. Donc nous avons, c'est pas aujourd'hui qu'on a demandé le dialogue. Depuis que le président Tigane Thiam est là, on demande le dialogue. Donc aujourd'hui, on demande encore le dialogue. Après les élections, moi je pense que il faut éviter ce que le RHDP et le RDF font. Ils veulent imposer leur choix et puis après ils se disent, bon, quand on va nous imposer, après on va appeler au dialogue. Mais ça, c'est trop risqué. Chaque fois que vous faites ça, c'est ce qu'ils ont fait en 2020, c'est ce qu'ils veulent répéter.
Mais même s'ils veulent le faire, quand ils vont gagner, si par extraordinaire, ils réussissent à apaiser tout le monde et qu'ils se donnent là, ils vont toujours dire qu'il n'y a plus de dialogue vous voyez déjà qu'on a fixé la date des législatives à période de Noël 2025. Donc, c'est là que pour eux, ils ne tiennent même plus compte de ce qui se passe. Il appartient maintenant à chacun de tirer les leçons de ce que ce parti-là, c'est un parti qui veut s'imposer comme un parti unique de fait. Voilà. Et le PDCI-RDA est en ligne de mire parce que depuis que le président Bédier, en 2018, a dit qu'on n'était plus dans le RHDP, parti unifié, leur objectif est de faire disparaître le PDCI-RDA ou bien de le rendre en portion congrue et qu'il ne puisse pas être un parti représentatif. Voilà tout ce qu'ils veulent. Donc moi, je pense que nous, on continue de défendre le peuple et de faire en sorte que cette majorité silencieuse-là, un jour ou l'autre, puisse avoir droit à la parole. Mais honorable, désolé, mais est-ce que vous ne pensez pas que la présence du président Tidjane Thiam sur les terres ivoiriennes aurait pu faciliter un dialogue? Est-ce que son absence n'est pas une cause principale Mais de ce manque de dialogue-là? est-ce que pour dialoguer, on a besoin, si on a dit qu'aujourd'hui il y a un dialogue, que tout le monde doit venir, vous pensez que le président Thiam ne sera pas là-bas? Le président Thiam a eu pour votre information, lui a signifié que s'il mettait le pied en Côte d'Ivoire, il ne peut pas garantir sa sécurité. La plupart de nos cadres, même tout à l'heure on entend parler, je ne sais pas si c'est vérifié, on vient de nous dire qu'on vient d'enlever un de nos vice-présidents, on ne sait pas si c'est vérifié. On envoie des machines pour aller défoncer des portes, on envoie des encagoulés partout. Vous pensez que c'est dans ces conditions-là, c'est ça qu'on appelle le dialogue? On y venait à une table de négociation quand les fusils, les grenades et les encagoulés vous menacent. Vous pensez que c'est ça qui est le problème? Si véritablement on veut un dialogue, on a fait appel à tout le monde dans la transparence et puis on dit venez pour tel jour à telle période, vous venez, on assure la sécurité et l'intégrité physique de tout le monde pour qu'on vienne négocier. On l'a fait dans le passé pour assurer l'intégrité physique de ceux qui sont en train de gesticuler aujourd'hui là. On était obligé de venir d'aller à Marcoussis. Après, on allait à Pretoria partout. Pourquoi on n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire? C'était pour assurer que tout le monde soit en sécurité et qu'on travaille dans la sérénité. Et je pense qu'un tel dialogue, si ça se fait avec un médiateur, soit de la CEDEAO, soit de l'Union africaine, soit de l'ONU, peut trouver un endroit où tout le monde est en sécurité et qu'on discute sereinement et que les conclusions s'imposent à tout le monde. Donc c'est ce qu'on appelle dialogue, qu'on veut dialoguer là. Sinon, à aujourd'hui là, même les journalistes, vous n'êtes pas libre de dire tout ce que vous voulez, à ce que je sache. Voilà. La preuve au cours de la marche, on a molesté certains, on leur a arraché leur enregistrement. J'ai deux questions. Premièrement, à entendre vos propos concernant les propos du président Tidjane Thiam en France, on devrait comprendre que les propos qu'il a tenus euh, n'activent en rien ses responsabilités pénales. Ben, je ne sais pas ce que vous appelez responsabilité pénale. Vous savez, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. On peut toujours trouver. Il y a des gens qui ont dit pourquoi on ne doit plus appeler, par exemple, le président de la République Draman. Mais on voit Ado. Mais ceux qui disent ça, là, on ne les poursuit pas. Mais si nous, on dit ça, bon, moi, je le dis ça comme ça, mais moi, j'ai battu campagne avec tricot Ado sous ma poitrine. Voyez-vous, moi, j'ai battu campagne avec tricot Ado sous ma poitrine. Et j'ai dit que c'est monsieur tant, que à la demande du président Bédi, on a qu'à le voter. Moi, j'ai fait ça. Personne ne m'a contesté. On a vu un des militants du RD sur une chaîne pour dire que le président de la République s'est prévalu d'une autre nationalité. Il est du RD. On ne l'a pas poursuivi. Mais vous la dites ça aujourd'hui. On va vous demander, appelez-vous, pourquoi on va vous demander de venir prouver ça? Mais lui, il a dit ça. Et il a même insisté. Oui, 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 oui. C'est ceux-là qui aujourd'hui sont en train de monter des coups pourquoi on poursuit le président Tidjane Thiam pour l'interpréter les choses. Mais quand ils disent là, on leur dit rien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une preuve que le président Thiam est à la base d'une quelconque subversion? C'est ce qu'il faut en justice, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de preuve. Le président Thiam, c'est quelqu'un qui n'aime pas les armes et la munition. Et les munitions. Donc, on veut toujours lui coller quelque chose qui colle pas. C'est ça qui est le problème. Vous vous rappelez, dès qu'il est arrivé, on dit non, il veut se faire du musulman.
Il n'est pas du Nord, même s'il porte gros boubou. Après, on l'a accusé de tout. Certains même ont dit, il ne paye pas ses impôts. D'autres ont dit, il est comme ça. Tous les jours, il faut trouver quelque chose contre Tidjane Thiam. J'ai vu même des cyberactifs qui ont dit que le président, qui ont fait un montage pour montrer que le président Thiam, c'est un soulard, un truc comme ça. Voyez-vous, mais voilà une campagne électorale où le président Thiam a été exclu et qu'il n'y a pas un débat, que ce soit à la télévision, dans les journaux, dans les meetings, sans qu'on ne parle de lui. Bon Dieu. Il n'y en a pas, vous-même, vous savez, il n'y a pas un seul jour depuis la campagne dont le nom de Tidjane Thiam ne sort pas. Voyez-vous, voilà quelqu'un, on dit il n'est rien. Il ne représente rien. Il n'est pas qualifié pour. Pourtant, chacun de vous, même le candidat du RHDP, quand il est quelque part, il parle de Thiam directement ou indirectement. Voyez-vous, ça devient un problème. Et il faut toujours trouver quelque chose pour lui coller à la peau, quelque chose qui est mauvais. Thiam, c'est quelqu'un qui est droit dans ses potes, qui aime son pays, qui est un homme correct, qui a fait ses preuves à l'international, qui a fait ses preuves au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est quelqu'un qui a été bien formé et il n'est pas dans la subversion. Il est dans la lutte démocratique. C'est le fait de nous dénier de cette lutte démocratique qui amène toutes ces dérives-là. Laisser les gens, si le 11 octobre, on avait laissé les gens marcher correctement, est-ce que toutes ces morts-là allaient arriver? Toutes ces arrestations allaient arriver? Donc, c'est ceux qui ont empêché les gens d'exprimer leurs droits constitutionnels qui sont responsables de tout ce qui arrive. Non, ce n'est pas Tidjane Thiam. D'accord, honorable. Maintenant, hier, les porte-parole adjoints du PDCI ont tenu une conférence de presse. Oui. Et aujourd'hui, sortant les propos de M. Yapocalypse, on tend à faire croire que le PDCI serait en train de se désolidariser des marches qui ont lieu, disant qu'ils n'ont appelé personne à distance dans les rues. Est-ce que le parti répond à cela? Il faut bien écouter. Moi, j'ai écouté 3 fois. J'ai même eu à échanger avec le président, le ministre Kalis qui a parlé de ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le PDCI n'a pas appelé des gens à manifester pour aller faire de l'insurrection. Il faut bien écouter. Il ne faut pas prendre les mots mot à mot. Il faut parler de l'insurrection. Le PDCI, moi, je viens de le dire, le PDCI, c'est un parti d'insurrection. Non. Il faut donc, c'est ce que, si tel que se présenter, moi, je ne vois pas le problème. Il faut bien écouter, là, je ne peux pas prendre le mot, ne pas appeler à manifester pour aboutir à l'insurrection. C'est clair. Donc, ça, c'est une position du parti, depuis longtemps. Ce n'est pas un parti qui veut faire un coup d'État. Je l'ai même dit, au cours d'une de mes interventions, j'ai dit, mais mon ami, un bon parti politique qui veut prendre le pouvoir ne souhaite pas qu'il y ait un coup d'État. Je l'ai dit. Parce qu'on a vu partout que quand il y a des coups d'État, ça traîne, les gens s'installent et puis après on ne maîtrise rien. Et que certains même qui font des coups d'État, ils interdisent ou bien ils dissolvent les partis politiques. Nous avons eu la chance qu'en 1999, quand le général Robert Gueye a pris le pouvoir, il n'a pas dissous les partis politiques. Mais ils auraient pu décider de dissoudre. Il a dissous l'Assemblée nationale, il aurait pu dire j'ai dissous les partis politiques dans certains pays. Donc, le PDCI n'a pas dans ce schéma. Le PDCI est dans le schéma de démonstration de la force des Ivoiriens qui sont majoritaires pour faire plier le parti au pouvoir, pour l'amener à dialoguer. C'est ça la stratégie. Et si on nous laisse qu'il y a une pression dans la rue qui fait qu'une marche de 2 millions, 3 millions dans la rue, ils vont dire venez à la table de négociation et on vient à la table de négociation. Et on remet les choses en place et on discute et on aboutit à un accord, à un consensus pour aller aux élections. Voilà la stratégie du PDCI-RDA. Donc, on n'est pas là pour ce que lui a dit le ministre Yapocalypse, vice-président. Par ailleurs, moi, je remercie et je félicite Mme Puchelik Balé pour son courage, sa détermination, pour sa contribution importante dans la lutte pour la démocratie et la liberté. Et je pense que chez nous au village, on dit qu'on ne s'arrête pas dans les Mayens pour enlever des Mayens. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une marche. Le premier porte-parole du PDCI-RDA, c'est le président Thiam. Nous ne sommes que, nous portons sa parole. C'est lui qui a la parole. Le président Thiam n'a jamais donné une parole pour dire ceci. À distance, nous sommes allés créer le front commun. C'est moi, le premier porte-parole de Thiam, qui a lu la déclaration. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on est en dehors. J'ai lu la déclaration devant le président Gbagbo. Et vous êtes témoin. Et chaque fois qu'il y a eu les marches, les réunions du comité de pilotage, le vice-président Akossi Benjo
avec le ministre Danon Guégué, ont été tous ceux qui ont signé respectivement pour les partis. Jamais on a entendu le PDCI dire non. Donc, à partir du moment où nous sommes engagés, nous avons une charte et que nous y allons, mais je ne vois pas où est le problème. C'est tellement qu'elle, vu la situation, elle a peut-être pris un bout, mais je pense qu'il faut la rassurer et que à sa place, moi, je n'aurais pas fait une déclaration. À la place, j'aurais contacté le porte-parole principal, le président du parti, la haute direction du parti, pour dire ah, attention, ce que votre porte-parole a dit là, voilà. On lui aurait donné l'occasion qu'on s'explique mieux pour qu'elle puisse faire. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une arme à double tranchant. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que déjà le front que nous sommes en train de mener, les démarches, soit fragilisé. Donc, évitons de nous exposer en public. Faisons en sorte que s'il y a des écarts, qu'on puisse les régler entre nous en douce. Parce que quand j'ai regardé tous les commentaires, en dehors de son intervention, je n'ai pas vu beaucoup de gens intervenir là-dessus. On dit au village, c'est celui qui prend le canari pour aller chercher l'eau de Marigot. C'est dans ses mains que ça se casse. Donc, vraiment, c'est parce qu'il a de bonne volonté, il le fait. Il conclut en disant, aujourd'hui, tous les intervenants sont menacés. Tous les intervenants sont menacés. Nous autres, nous sommes menacés, nous sommes dans une cachette. D'autres sont dans les cachettes. Mais eux, là, il a fait l'intervention à la maison du PDCI hier. Il faut voir que cet environnement-là n'est pas un environnement sécurisé. Donc, il ne faut pas exposer des gens qui sont dans les environnements non sécurisés pour les faire des choses. Donc, je remercie notre soeur pour nous avoir attiré notre attention, mais je pense que pour les prochaines fois, qu'on puisse les régler hors antenne. Honorable, j'aimerais rebondir sur ma dernière question. Oui. À travers cette conférence de presse, on a pu faire l'état des lieux en constatant avec vous le refus de dialogue, le refus catégorique de dialogue du RHGP pour trouver une solution démocratique. Mais si vous avez un message à faire passer aux Ivoiriens dans le dernier virage que nous abordons, quel serait ce message-là? C'est le message que le président Thiam a toujours lancé. Que nous sommes les acteurs politiques. Mais nous ne représentons pas le peuple. Nous ne représentons qu'une partie du peuple. Le peuple, dans notre constitution, est celui qui est souverain. Si la majorité des Ivoiriens estiment que la situation actuelle leur est bonne et qu'ils peuvent continuer, nous ne ferons que le constater. Mais nous pensons aussi qu'il faut laisser les Ivoiriens s'exprimer pour qu'on voit effectivement est-ce que les conditions actuelles de vie, de travail, de comportement, d'aménagement et de fonctionnement de la démocratie des libertés, est-ce que ces conditions-là sont celles que les Ivoiriens veulent dans leur majorité? Si on les laisse s'exprimer, en ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Si le président Thiam est librement candidat, qui va aux élections, dans une élection transparente, et qu'il est battu, ben nous allons constater. Mais le fait même de vouloir l'exclure et lui permettre, et ne pas lui permettre de s'exprimer, d'avoir ses militants et ses sympathisants s'exprimer, ça, ce n'est pas normal. C'est sur ce point-là, c'est cette injustice-là que nous nous battons. Certains ont dit, mais vous aurez pu prendre le cas du Sénégal, choisir quelqu'un, mais on n'est pas au cas du Sénégal. Vous voyez-vous, l'avantage que le Sénégal a eu, c'est que le Sénégal avait une justice qui est indépendante. Rappelons que la justice a désavoué Macky Sall. Mais depuis que moi je suis là, je n'ai pas vu une fois la justice ivoirienne désavouer une décision de parti au pouvoir. Même quand le PDC même était au pouvoir. Donc c'est cette liberté indépendante de la justice que le président Kian veut amener. Il faut qu'on puisse de manière indépendante le faire. Et voyez-vous, partout dans le monde, la démocratie ne peut pas se faire sans une justice indépendante. La deuxième chose, c'est que Macky Sall et comment on appelle, que Sonko et Maïfaï étaient ensemble, ils avaient un programme commun. Ils ne se sont pas battus. Et un n'a pas combattu l'autre. Donc, ça aussi, il faut que les Ivoiriens comprennent. On dit non, mais on a un programme. Quelqu'un qui n'a jamais s'associé à nos programmes, qui a traité celui qui a porté ce programme de je ne sais quoi, de hors sol, etc., etc. Et puis tu viens, tu dis non, viens me voir. Mais toi, on ne connaît même pas ton programme. On n'en a pas discuté. Ce n'est pas quand tu vas être au pouvoir qu'on va venir discuter. Tout ce travail avant. Donc, cette négociation préalable n'a pas été faite. Par ailleurs, les conditions d'élection en Côte d'Ivoire sont qu'il faut d'abord avoir le parrainage.
Si aujourd'hui on veut prendre quelqu'un et qui n'a pas fait le parrainage, on ne peut pas le soutenir. Ceux qui ont fait le parrainage sont allés d'eux-mêmes. Donc on ne peut pas trouver une condition comme ça pour aller se lever dans 3 jours, 4 jours, dans un mois et puis le faire. J'ai vu que l'autre a fait appel au président Kiam. Mais on ne peut pas appeler de manière décente quelqu'un sur un plateau de télévision sans avoir discuté avec lui. Et puis, je pense que dans la vie, en dehors même de la politique, il y a un minimum de considération qu'on doit se donner les uns et les autres. Et je pense que si tant est qu'on veut vraiment, qu'on pense vraiment que la personne est importante, qu'elle peut contribuer à nos succès, il faut donner le minimum de considération. Mon oncle, qui m'a élevé, comme maintenant un militant du PDCIRDA, un fautiste de haut niveau, paix à son âme, m'avait dit en son temps un jour au champ que quand vous devez avoir besoin, quand vous avez besoin de 100 000 francs comme un moyen de survie, je disais que, et que vous arrivez donc, il a 99 000 francs CFA et qu'il lui manque 1000 francs pour faire sa survie. S'il trouve quelqu'un qui a 1000 francs, cette personne-là devient une personne primordiale, même si c'est 1000 francs sur 82, parce que c'est toi qui as besoin de 100 000 francs pour résoudre un problème de survie. C'est lui qui m'a dit, aujourd'hui, là, ceux qui voulaient véritablement que le PDCI aide à travers son président le soutienne, ils auraient pu faire des démarches beaucoup plus près. Je confesse qu'un des candidats voulait rencontrer le président et est passé, et moi j'ai été au courant. Mais là aussi, les choses n'ont pas été bien faites de manière à ce qu'on puisse faire. C'était à un moment où les choses étaient déjà lancées. Et nous avons posé un certain nombre de conditions pour dire qu'il y a des préalables qu'il faut faire d'abord à le faire. Parce que nous sommes fidèles à nos engagements. Et le PDCI-RDA ne veut pas violer ses engagements pour aller faire quelque chose. Et si le PDCI-RDA est arrivé à ce stade, c'est pour dire aux uns aux autres que ce n'est pas au cours d'une conférence de presse que le PDCI-RDA va violer ses engagements. On a pris ces engagements-là avant même que ceux qui sont en train de faire aujourd'hui le fassent. Quand le président Thiam avait décidé de s'allier au PPAC dans le cadre du Front commun, on l'a fait de manière souveraine. Par ailleurs, le PDCI-RDA, le président Bédier, l'avait fait. Ce n'est pas le président Thiam seulement. Rappelez-vous bien que le président Gbagbo était allé à la sortie de la haie à Daougro, où le président Bédier avait dit qu'on allait créer une, une plateforme non idéologique pour aller aux élections. Et pour nous, au PDCI-RDA, ou dans le cadre du Front commun, si les choses se passent bien, que les élections étaient transparentes, qu'on gagnait le mandat, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas installer Kiam ou installer Babo, c'est que le peuple choisisse librement. Si c'est un de nos partenaires qui est en tête, nous allons le soutenir comme on l'a fait pour le RDR en 2010. Et qu'en ce moment-là, le prochain mandat, ce sera un mandat de gestion non idéologique, où on fait appel à tous les fils de la Côte d'Ivoire pour régler justement ces problèmes de cohésion sociale, de dialogue, pour qu'on s'entende sur un minimum. Et après, les générations qui vont venir auront une fondation claire, démocratique, pour que les règles soient respectées, que la justice soit institutionnellement clé, que la presse puisse faire son travail vraiment sans être manipulée par de l'argent ou bien par des tendances et être aveugle de ce qui se passe. Quand aujourd'hui on tue les gens, il y a des journalistes qui ne parlent pas de ça. Mais si on tue quelqu'un de l'autre, là, ils voient les yeux pour faire. Ça, ce n'est pas du journalisme, c'est du partisanisme. Voyez-vous? Donc, quand tout cela sera réglé et que les gens auront la liberté et auront le sens du discernement de ce qui est de l'intérêt public par rapport à l'intérêt national, alors en ce moment-là, la Côte d'Ivoire sera sur un bon chemin pour le faire. Voilà ce que je voulais dire. Pour ne pas paraître indiscret, avec votre accord, bien sûr, est-ce qu'on pourrait avoir le nom du candidat qui vous a approché pour bénéficier du soutien du PDCI-RDA? Non, je dis que moi, j'ai été contacté pour voir mon patron. Et comme je connais la position du patron, j'ai dit les conditions dans lesquelles vous voulez venir nous voir, on a des engagements et que ces engagements-là font que toi, il te faut un préalable. Bon, on n'a pas pu se revoir. Et comme c'était dans la discrétion, je voulais que cette discrétion-là reste. Ce candidat se reconnaîtra. Je sais que d'autres aussi ont fait appel au président sur des antennes pour dire qu'il est présent à son frère. Il n'a qu'à mettre son ego à part pour venir le voir. Là aussi, vous l'avez vu ça. Bon, donc, ce n'est pas, ce qui n'est pas connu reste ça inconnu. Ce qui est connu, tout le monde connaît. Je remercie tous les journalistes qui nous ont posé des questions et ceux qui nous suivent.
pour dire que je termine toujours par l'image et l'histoire que Dieu nous a montrée pendant la CAN. Nous étions partis comme pratiquement éliminés quand, par le miracle du Maroc, nous avons été repêchés. Nous étions face au Sénégal, le tenant du titre. Nous étions donc menés 1-0, mais Dieu a fait que nous avons retiré et nous sommes allés au penalty. Au tir au but, on l'a remporté. Mais l'élément le plus marquant de cette CAN-là, c'est le match contre le Mali. J'avais cru que pendant qu'on jouait avec le Mali, et qu'à un moment donné, nous étions en infériorité numérique, et que nous avions été menés 1-0, combien de gens qui pouvaient parier qu'on allait gagner? Très peu. Même les plus optimistes comme nous, on priait, mais dans notre fond, on avait quelques doutes. Mais Dieu a fait que, à la 89e minute, plutôt que d'être pour avoir la pression sur nous, mais rappelez-vous, Dieu a fait qu'il y a eu des remplacements au niveau de l'entraîneur du Mali, qui a beaucoup plus mis l'accent sur sa défense que sur son attaque. Et nous, on a mis l'entraîneur, il faut le saluer aujourd'hui, le féliciter, il a fait rentrer comment on appelle, Adingra et comment on appelle, mais au dernier moment, Adingra est rentré, 89e minute, quelques minutes après, il a retiré le but. Nous sommes allés aux prolongations. Pendant que tout le monde s'attendait aux séances de tir au but. Voilà que l'occasion nous est donnée. Donc, dans la vie, tant que vous n'avez pas utilisé le dernier espoir, Dieu peut faire son action. C'est pourquoi je pense que d'une manière ou d'une autre, nous pensons que Dieu peut inspirer ceux qui font le blocage du dialogue pour qu'au dernier moment, ce dialogue puisse avoir lieu. Et ce dialogue, les arguments, ça ne dit pas les dieux, mais aussi que nous, qui sommes les partis politiques, la société civile, les populations, nous qui avons intérêt à ce qu'il y ait un dialogue pour la sérénité, pour la poursuite de la marche de la Côte d'Ivoire, nous devons pouvoir être libres de nous exprimer, y compris vous les journalistes, pour demander, pour éviter les crises, pour éviter des morts, pour éviter des dégâts, pour que demain, nous puissions nous asseoir et négocier y aller. Et moi, j'ai espoir. J'ai espoir pour ça. C'est ce que le président Atia m'appelle, que si cela se fait, la Côte d'Ivoire sera libérée. Libérée dans son esprit de belligérance, libérée dans son esprit de peur, dans son esprit de trop, et de chaque fois, peur de mort, pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire prospère qui donne exemple. On l'a fait au Sénégal, on l'a fait au Ghana. Mais pourquoi nous ne faisons pas ça ici? Voyez-vous, on peut le faire. Le Sénégal, c'est le pays francophone par excellence qui est avec nous dans les grandes associations. Le Ghana, c'est notre voisin d'à côté. Et voyez-vous, le Ghana a connu des moments difficiles dans l'histoire, avec plusieurs coups d'État jusqu'à Rawlings. Et aujourd'hui, le Ghana est connu comme une des démocraties les plus stables, parce que là-bas, la justice est claire, la presse est libre, elle dit des choses, les gens aiment leur pays plus qu'eux-mêmes. Et puis, bon, quand il y a un problème, tout le monde se met autour de la table et puis on discute. Au Ghana, les anciens présidents et le président en exercice ont des séances au palais présidentiel, régulièrement, pour parler des problèmes de la nation, en dehors de leur partenaire parti politique. Mais c'est ça un pays, c'est ça une nation. C'est ça une nation. Et ça, on ne les force pas. C'est eux-mêmes qui l'instituent. Ils rencontrent les chefs traditionnels. Le président va rencontrer les chefs traditionnels, demander des conseils. C'est ça, une nation. Et ce nationalisme-là, c'est ce que nous voulons que ça aboutisse en Côte d'Ivoire. Certains l'appellent patriotisme, mais nous appellent l'intérêt de la nation. Et nous pensons que Dieu nous aidera à acquérir cela. Le combat que nous menons, il peut être long, mais il faut qu'il aboutisse pour que ceux qui vont venir après nous n'aient plus à vivre les difficultés, les tensions, les stress, les pressions, les dégâts, les divisions que nous avons, les injures, les accusations gratuites, les menaces, les emprisonnements. On ne peut pas être dans un pays où, pour peu, tu es en prison. Nous avons des prisons qui sont déjà surchargées. Près de 12 000 places, nous sommes autour de 26 000 à 28 000 détenus. Certains, même 35% de ceux-là, ne sont pas jugés. Voyez-vous? Donc tout ça là, il faut qu'on puisse arriver à un moment donné pour mettre ensemble nos efforts, nos intelligences, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère. Nous avons suffisamment de ressources dans notre pays, du sous-sol, du sol et des ressources humaines
qui ont été façonnés, formés grâce à la politique du PDCIRD. Mais comment se fait-il que, Dieu, on n'arrive pas à toutes ces bonnes têtes-là? Selon que vous soyez porté un chapeau ou vous portez un tricot rouge, bleu, vert ou orange, alors c'est comme si vous êtes habité par le sorcier et vous faites n'importe quoi. Donc, il faut que nous tous, nous croyons au drapeau ivoirien, orange, blanc, vert, qui symbole de la nation, et que nous pensons tous d'abord à la nation. Oublions nos poches, oublions nos carrières, oublions nos positions, pensons à la nation. Et penser à la nation, c'est le dialogue. En quoi est-ce que s'asseoir avec ses opposants et discuter de ce qu'on doit faire comme accord minimum pour faire, en quoi est-ce que cela enlève quelque chose à un parti? En quoi? Et en ne le faisant pas, on prend des gros risques, on donne des occasions à des morts, à des casses. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de ça maintenant, mais il y a des impacts économiques qui sont en train déjà commencer à faire leur effet pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, on appelle tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui veulent un pays libre, démocratique, de faire en sorte que nous aboutissions à cela. Et ceux qui sont au pouvoir, qui aiment aussi la Côte d'Ivoire comme nous, qui comprennent qu'on ne peut pas être un oasis dans le désert. C'est-à-dire qu'un petit groupe qui est là, qui rayonne, et que tout autour de lui, il y a la misère, il y a le mécontentement, il y a l'insatisfaction, il y a des gens qui sentent l'injustice. On ne peut pas construire un pays stable, une démocratie stable, dans des situations de méfiance, où chacun les gens brimés. Ça, prouvez aux gens que vous n'êtes pas brimés. Voyez-vous? Et puis en plus, une démocratie, ce n'est pas une majorité qui écrase une minorité. C'est une majorité qui protège la liberté et les intérêts de la minorité. Donc, nous pensons que Dieu va nous aider et que ceux qui sont là vont nous comprendre pour que les objectifs d'une Côte d'Ivoire libre, prospère, démocratique, une Côte d'Ivoire de cohésion, une Côte d'Ivoire de paix durable soient maintenus et qu'on n'ait pas à se méfier les uns des autres et que les gens ne soient pas obligés de se cacher, de se terrer parce que menacés à tout moment d'être pris par des encagoulés pour être menacés pour une peu de parole quoi qu'on juge à son niveau mauvais ou bon, et puis en ce moment-là, on est menacé. Ça, ce n'est pas bon. Voilà ce que je voulais dire.